En ce début du mois de décembre, la France connaît une nouvelle et lourde défaite à Orléans. Après avoir été perdue puis reprise par les troupes françaises, la ville est finalement investie par les Prussiens. Les Belfortins, eux, vont voir s'abattre sur leur cité et ses abords directs les premiers projectiles allemands. Avec le mois commence le froid. La température est descendue aujourd'hui à 7 ou 8 degrés en dessous de zéro. Notre Gaston Damé habite en réfugié dans une cave rue des Quatre Vents. En ce jeudi 1er décembre, il imagine que le général de Trescot, qui a promis de donner en quelques jours Belfort à son pays, doit éprouver une singulière déception. Il voit que notre résistance justifie le nom donné quelquefois à notre ville, de Gibraltar alsacien. Dans la nuit du 2 au 3 décembre, toutefois, une énorme tranchée fut faite comme par enchantement. Des centaines d'hommes y travaillèrent activement. L'aurore du 3 se leva sur des batteries de sièges parfaitement disposées. Raconte un soldat volontaire anonyme. Elles entament aussitôt leur terrible ouvrage. Dès 7 heures du matin, quelques obus tombent sur le faubourg du Fourneau. À 8 heures, on trouve des éclats en ville. Des projectiles font explosion au pied du château et dans le voisinage de l'arsenal. On apprend en même temps que l'ennemi dirige sur les forts de Bellevue et des Barres un feu assez violent. Il n'y a plus d'illusion possible. C'est le bombardement qui commence, constate le lieutenant Léon Belin. C'était comme une pluie de fer s'abattant tout à coup brusquement sur nous. Raconte Édouard Thiers et Sostène de la Laurencie. Le sifflement strident des projectiles et le fracas des maisons atteintes de toutes parts donnaient un terrible démenti aux illusions de la population, qui, malgré les avertissements du gouverneur, ne croyait plus au bombardement après 30 jours de silence, dû aux obstacles que le mode de défense employé avait opposés à l'ennemi. C'est ce jour-là que les habitants entrèrent généralement dans les caves, indique Édouard Mény, maire de Belfort. Les familles pauvres de la ville et un grand nombre de celles qui n'avaient pas de cave voûtée dans leur maison furent reçus dans les caves de l'hôtel de ville et dans les caveaux de l'église qui avaient été disposés à cet effet au premier indice du danger. Les caves de l'hôtel de ville ont pu loger continuellement 200 personnes et les caveaux de l'église 176. La sacristie renfermait en outre une vingtaine d'habitants. Léon Belin décrit les premières heures du bombardement. Les caves ont été disposées pour recevoir le plus de monde possible. Elles sont en général pourvues de fourneaux et des meubles les plus nécessaires. C'est un spectacle curieux que celui des rues de la ville. Elles sont bientôt désertes, quelques rares passants s'empressant de faire leurs dernières provisions, de prendre leurs dernières précautions. À droite, à gauche, les soupiraux des caves sont mûris ou bouchés avec du fumier et de la terre. Chaque soupirail est traversé par un tuyau de cheminée, d'où pour la première fois l'on voit sortir de la fumée. Cet état de choses rend les trottoirs impraticables. Le soldat anonyme décrit lui aussi cette vie nouvelle. Une animation extraordinaire régnait dans toutes les maisons et dans les rues on voyait circuler quelques habitants achevant à la hâte de faire leurs provisions. On commença à s'installer, qui dans des caves, qui dans des chambres de rez-de-chaussée ou d'un premier peu exposé. On y avait déjà transporté les objets de valeur. Dans ce changement de domicile, la gaieté ne fit pas défaut. Elle devait disparaître un jour. Mais la nouveauté ne laissait pas voir l'avenir et ses orages. On se prêtait de bonne grâce aux exigences de la vie nouvelle, et des fous rires en saluèrent souvent les divers incidents. Quelques rares civils trouvent refuge dans les casemates de la citadelle. C'est le cas de mademoiselle Caron, fille de l'officier garde du génie, et de sa famille, grâce à l'appui du capitaine de Gombert, supérieur hiérarchique de son père. C'est tout petit, 4 mètres carrés. Je crois que nous y sommes en sûreté. Nous y avons du feu, nous y sommes en famille. Nous y avons 3 lits, notre literie, nos caisses, nos malles, une partie de nos ustensiles de cuisine, une provision de bois. Nous voilà emmurés dans notre casemate. Quand en sortirons-nous ? Le préfet Jules Grosjean fait une déclaration aux Belfortins. Citoyens, l'heure du péril est venue et avec elle l'heure des dévouements. Je connais trop votre patriotisme pour avoir besoin de lui faire un suprême appel. La population civile et la population militaire, unies par les liens d'une entière et légitime confiance, seront dignes l'une de l'autre dans la lutte qu'elles seront appelées à soutenir. L'histoire dira un jour que les lâchetés et les trahisons de Sedan et de Metz ont été rachetées par le courage de Belfort. Elle dira qu'il ne s'y est rencontré ni un soldat, ni un habitant pour trouver, au jour du danger, les sacrifices trop grands ou la résistance trop longue. Elle dira enfin que tous, sans hésitation et sans défaillance, nous avons serré nos rangs au pied de votre château. C'est pour nous aujourd'hui plus qu'une forteresse, c'est la France et l'Alsace. C'est 2 fois la patrie. Citoyens, que chacun de nous remplisse son devoir à ce cri qui était autrefois un gage de la victoire et qui la ramènera sous nos drapeaux. Vive la République!